Bienvenue sur TV Liberté, Éric Morillo. On le connaît comme journaliste présentateur sur CNews, animateur sur Sud Radio et également pour Les Incorrectibles sur YouTube. Et il rejoint TVL pour animer Bistrot Liberté. Chers amis de TV Liberté, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année ensemble. Et nous avons la joie et l'honneur de recevoir une grande pianiste, Elisabeth Sombart. Bonjour madame. Bonjour. Et vous la connaissez sûrement et nous allons avoir la joie de l'entendre nous parler de sa carrière et de son action philanthropique. J'aime beaucoup le mot philanthropique puisque il vient de ce grec aimer l'homme, qui s'appelle, avec sa fondation, Résonance. Vous trouverez sur Internet ce site résonance.org. Alors, chère Elisabeth Sombart, toute petite, parce qu'il faut toujours commencer là, on vous appelle Plume. Puisque vous écrivez un livre, On m'appelle Plume. Alors, d'où vient ce titre? Ce titre vient d'un concert que j'ai donné dans une fondation pour handicapés. Oui. Et il y avait là que des personnes en chaise roulante, oui, ou même pire, allongées pour toujours sur le ventre. Enfin, j'ai vu des choses. Et à la fin de mon concert, une des infirmières qui était là m'a dit... Vous voyez cette jeune fille dans ce fauteuil roulant, elle s'appelle Plume, et elle aimerait vous parler, alors qu'elle n'a jamais parlé. Alors, j'étais tellement étonnée, et je suis allée vers elle, elle avait des yeux magnifiques, et elle m'a dit très doucement comme ça, parce qu'elle était paralysée, mais elle pouvait parler, elle m'a dit « Est-ce que tu veux écrire mon livre ?» Et j'avais appris... depuis longtemps que quand j'ai envie de dire non, il faut que je dise oui, parce que sinon ça me rattrape autrement. Et je lui ai dit, d'accord, Plume, je vais écrire ton histoire. Et elle avait été agressée d'une manière épouvantable, puisque les blessures de cette agression d'un drogué étaient telles qu'elle était en chaise roulante. Et donc j'ai écrit son histoire, On m'appelle Plume. Ah, voilà, c'est très joli. J'ai bien fait de vous poser cette question. Mais donc... Et elle m'a demandé d'ailleurs de mettre dans le livre le disque de ce que j'avais joué et qui lui a ouvert le cœur au point de parler et de demander cela. Alors, c'est en effet, j'ai l'impression, la chose la plus importante que vous dites à chaque fois que vous écrivez ou que vous répondez à une interview, c'est le pouvoir réparateur, le pouvoir reconstructeur de la musique. Alors, il y a une confidence de Dieu dans le son, puisque le son porte en lui-même, caché mystérieusement, même si vous croyez que vous entendez une note, en réalité il y a 19 sons, des harmoniques, qui font partie de sa famille et dans lesquels il y a l'accord parfait majeur, d'une certaine manière. Hein, donc la joie, l'harmonie parfaite, hein, qu'utilisait toujours Jean-Sébastien Bach, même quand il écrivait en mineur, dans le mode mineur, il terminait avec l'accord majeur, pour nous rappeler que l'analogie qu'il y a entre le son et l'homme, et il y en a beaucoup, c'est avant tout que, quoi qu'il arrive, et derrière tout ce qu'on peut vivre, la nature du son et la nature de l'homme est majeure, est joie. Mais pas cette joie qui serait le contraire de la tristesse. Cette joie qui est de l'ordre de l'absolu, cette joie qui est. Et c'est pourquoi, très souvent, dans les concerts que j'ai pu donner, j'ai une journaliste qui a calculé que j'en avais fait 3127 en 20 ans, dans tous ces lieux de souffrance.
en fait, ce que j'ai vu, c'est que un des mensonges institutionnalisés, qui est de dire que la musique classique n'appartiendrait qu'à des gens riches ou cultivés, c'est faux. C'est faux. C'est faux, et ça a été une des premières choses qui a été mise en place pour tuer la musique classique, pour empêcher les gens d'aller dans leur intériorité. Oui. Parce que ce que fait cette musique, en plus d'être ce que vous avez dit, reconstructeur ou réparateur, je crois qu'elle réunissez les morceaux éclatés de l'âme et du cœur. Alors, en tout cas, c'est vos propos. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a la mission presque d'une consolation éternelle, c'est-à-dire que elle touche dans l'âme de tout le monde et dans leur cœur ce qui est indicible, ce qui est inconsolable, ce qui se trouve dans cet espace inviolable de liberté, de générosité, de gratuité, comme disait Zendel, et qui au fond, quel que soit son niveau social ou son niveau de connaissance, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, après un nocturne de Chopin ou un choral de Bach, n'était pas profondément touché. Vous donnez des exemples extraordinaires. Vous donnez l'exemple en Zambie. Ce concert en Zambie, sur un piano en piteux état, un piano droit en piteux état, avec une corde qui pend. Oui, oui, ça c'est une histoire qui a changé le cours de ma vie, puisque bien que je n'entends pas des voix, je vous rassure, j'ai tout à fait j'ai un quart allemand bien dans la terre, mais quand même, quand j'ai dit, en traversant cette salle et en voyant ce piano, quand j'ai dit en moi-même très fort, je crie vers toi Seigneur, cette phrase je l'ai comprise, j'ai dit il faut que tu sortes de cette pièce pendant 1 heure parce que ce concert va être affreux. Je le sais, je le sens, je l'entends, et reviens dans 1 heure. Et là, ça me donne les frissons à chaque fois que je repense à ce moment, parce que ce sont des moments que tout le monde a au fond dans une vie. Il y a ces moments où on sort de toutes les dimensions qu'on connaît. Et là, on sort de sa sécurité. Oui, on sort de sa peur à ce moment-là. Parce que c'est inscrit dans mon cœur cette phrase. Toi tu joues, moi je touche les âmes. Et ça, je me suis dit, mais c'est vrai, mais comment j'avais pas pensé à ça? Comment j'ai pu croire que c'est moi qui faisais tout? Et cette espèce de deal, je sais pas comment on dit en français, on le dit malheureusement en français. On dit aussi de contrat. Avec de contrats comme ça, avec le Seigneur. D'entente, c'est plus joli. D'entente, oui. D'alliance. Au fond, d'un 4 mains céleste. C'est-à-dire qu'on joue comme si tout dépendait de nous, mais on sait que ça ne dépend pas que de nous. Oui. Voilà. Et c'est ce point de rencontre. Je dessine une croix parce que c'est un point de rencontre entre cette horizontalité qui est notre table de travail au piano et en même temps notre verticalité. C'est la phrase de Jeanne d'Arc. Bataillez comme si vous pouvez gagner et attendez, car ce n'est pas vous qui gagnerez. C'est pas vous qui emporterez la bataille. C'est de savoir qu'il y a d'autres forces qui se jouent et il faut être l'instrument de cela. Alors il y a aussi comme expérience et comme réponse à tous ces gens, notamment ces conseillers municipaux de la culture qui refusent quand vous leur proposez des concerts, parce que moi j'ai la manie de vouloir faire jouer mes amis musiciens, je les propose et on me répond non, ça n'intéresse personne. Et on nous fiche de la musique à grosse caisse. Vous allez dans un autre pays en Afrique et vous jouez la marche turque et tous les jeunes présents battent des mains exactement dans la mesure. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont bien accessibles à Mozart et que... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, Mozart les a gagnés. Je pense qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais je pense qu'il y a vraiment un projet qui a commencé il y a quelques années déjà et qui arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, la cancel culture, qui est d'éradiquer la musique classique. Pourquoi ? Parce que la musique classique parle de racines, parle du passé,
tout en sachant qu'elle est universelle et que donc elle n'est pas ni une mode ni rien, et qu'elle est éternelle. Elle appartient à ce qui est de l'ordre de l'éternel ou de l'éternité. Mais le plan consiste à mettre les gens dans une sécurité à bon marché d'un ici maintenant qui ne fait plus référence surtout ni au passé, ni à l'avenir, parce que si vous êtes dans quelque chose où vous ne pouvez plus vous référer à vos racines, sans passé, il n'y a pas d'avenir, à votre père. Et ça a commencé avec Dieu est mort, on tue le père. Et je me rappelle, quelqu'un me disait, mais le Christ dit soyez dans l'ici maintenant. Oui, je dis, mais son ici maintenant implique tout le passé et projette un futur qui est la vie éternelle. Donc ça n'a rien à voir. Et ce projet dans lequel on est, qui éradique la musique classique, aussi pour des raisons dans le wokisme, qui... Vous savez, il y a un cours à la Juilliard School qui vient d'être annulé parce que c'était un cours de coaching pour les chanteurs, pour le lead de Schubert et Hugo Wolf, etc. Parce que dans les compositeurs, il n'y avait pas un compositeur noir. Et c'est complètement idiot, donc le cours a été annulé. Mais à l'époque de Schubert, ou même... Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. On ne peut même plus répondre à cela. Et Goldschagg a ses entrées en Amérique et partout ailleurs, et on admire Goldschagg, et il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous jouez du Goldschagg, mais... Non, je n'en joue pas, mais je veux dire, c'est bien sûr... Quand c'est un musicien du sud des États-Unis, au 19e siècle, et avec un rythme extraordinaire, et en effet très classique. Oui. Très classique, oui. En fait, dans une société où... Au fond, la qualité a été remplacée par la quantité. Le temps qu'on prend avec un temps qu'on achète, eh bien, vous avez peu de pianistes ou de jeunes enfants qui vont apprendre le piano. Parce qu'on leur a enlevé cette idée qui est qu'on travaille pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, quand un objet se casse, on ne le répare pas, on en achète un autre. On a des pianos qui jouent tout seuls, préenregistrés. Et cette pauvreté intérieure que ça génère révèle la pauvreté du monde dans lequel on est, culturellement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce principe sacro-saint d'égalité que l'on répand sur toute la surface de la Terre n'est pas aussi une agression à cette musique classique et à cette pratique de la musique, parce qu'on n'est pas égaux devant la musique pour jouer. Je pense qu'on a perdu l'admiration. Vous avez un don, vous nous en faites partager, puisque ça c'était une autre de mes questions. La musique est un don à tous les sens du terme. Vous avez un don, mais vous donnez votre musique. Et Dieu sait si vous la donnez partout. Et ce principe d'égalité supprime donc l'admiration et après la gratitude et le remerciement. Puisque quand vous vivez un moment de grâce, vous devez avoir ce moment de gratitude. Oui, c'est beau parce que vous dites juste la gratuité, la grâce et la gratitude se conjuguent. Ils ne vont pas l'un sans l'autre. L'égalité, c'était Godard qui disait on est tous égaux, mais il y en a des plus égaux que d'autres. Et c'est pas que j'aime tellement Godard, mais j'avais trouvé que cette phrase disait quelque chose qui est juste. C'est que, vous voyez par exemple en Chine, parce que nous en Europe, la musique classique c'est fini. On représente, d'après notre PDG de BMG, il y a longtemps, 0,01% dans le marché mondial. Donc on est des dinosaures véritablement. Alors, l'égalité, c'est que, par exemple, il y a 60 millions de Chinois qui jouent du piano. 60. C'est le chiffre, 60 millions de Chinois. Et j'ai vu un concert où il y avait peut-être 10 000 pianos à queue, quart de queue. Ils étaient les uns à côté des autres dans un grand champ et ils jouaient tous ensemble la même valse de Chopin. C'était très très frappant de voir ça, vraiment. Alors, dans un sens, on pourrait se réjouir que les Chinois continuent au moins Chopin continue à vivre, absolument. Mais d'un autre côté,
l'égalité est un concept. Mon grand-père, Werner Sombart, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, Oui. bon, il a écrit tout un livre sur ça, mais il expliquait bien que l'égalité est un concept qui ne mène pas à la véritable compassion, à la véritable empathie, à la véritable entraide. L'entraide vient du fait d'accepter qu'il y a une hiérarchie, mais que on ne peut pas vivre comme une sanction le fait d'être pas doué pour ça, mais plutôt pour ça. Il n'y a pas à sanctionner dans la hiérarchie. Mais la hiérarchie existe. Et quand on voit à l'époque de Platon qu'il y avait la mystique, la culture, et puis tout en bas l'argent et l'économie, aujourd'hui cette pyramide est à l'envers. Oui, bien sûr, et quand vous faites passer un ordre supérieur dans un ordre inférieur, tout le monde y perd. Oui. Et c'est ce qui s'est passé pour la musique classique aussi. Elle est devenue un objet de consommation, un objet de starisation des artistes qui sont obligés de s'habiller le plus court possible, d'être les femmes le plus sexy possible. Non, mais les pauvres. Les femmes qui mettent pratiquement leur sein sur le clavier. Non, mais elles sont, ou alors elles doivent être, je sais pas, jouer avec des loups, enfin je sais pas, toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qui est le chemin que devrait faire un artiste. Et donc tout le monde y a perdu. Tout le monde y a perdu. Et puis je crois que la technique aussi a tué la pratique. C'est si facile de mettre un disque, alors que se mettre au piano ou chanter, c'est un exercice très dur. Oui, mais même la technique en soi, parce que si on perd l'holistique, si on perd la vision que l'homme est une chose qui ne peut pas être fragmentée par le spécialiste du genou, le spécialiste de je ne sais pas quoi, qui d'ailleurs est formidable, parce qu'on a fait des progrès magnifiques de ce point de vue-là, mais vous pouvez avoir mal au genou parce que vous avez une carie, donc je veux dire, il y a une manière et on a perdu ça, mais au piano aussi. Vous avez des techniciens du piano qui vous jouent les yeux fermés, n'importe quoi, mais qui ne sont plus reliés à leur âme. Parce que si on fait le geste qui n'est pas épiphanique, donc de simplement faire un geste. Qu'est-ce que ça veut dire, un geste pas épiphanique ? Alors, un geste épiphanique, pour moi, dans la musique, c'est le geste musical, c'est-à-dire le geste qui est débarrassé de la peur, et le geste qui est en relation, c'est le mot maître, c'est la relation, en relation avec son souffle. Mais si le geste que vous faites ne vient pas d'un mouvement intérieur, d'un souffle intérieur, il est juste en soi. Et rien n'existe en soi. Personne ne peut vivre en soi. On peut vivre que dans la relation, en mettant en relation. On va vous entendre et vous écouter, Elisabeth Sombart, dans ce morceau de Grieg que j'ai entendu ce matin et qui est absolument inouï. Alors, Grieg, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à cause de la chanson de Solveig et la venue du matin. C'est véritablement un accord avec la nature. Et vous le rendez extraordinairement. Votre première note, nous allons l'écouter. Et sinon, chers amis, vous le trouvez sur le site de résonance.org.
Alors, Elisabeth Sombart, vous avez enregistré les concertos de Beethoven juste avant l'affreux confinement. Et vous avez de très jolies... Vous citez Beethoven. « Je mets au-dessus de toutes les qualités la bonté. » Oui. Il faut savoir ça, parce qu'on a fait de Beethoven un homme qui aurait eu mauvais caractère, qui était colérique, qui était éventuellement aussi noir de peau. Enfin, là, dernièrement, on a tout entendu, vraiment. La vérité, c'est qu'il faut relire son testament d'Heiligenstadt, où il dit, à 28 ans, enfin même avant, il dit « Je sais que je vais devenir sourd. Donc excusez-moi si jamais je serais peut-être quelquefois un peu irascible ou un peu... c'est parce que, voilà, il découvre ça. Et pour un musicien... Et la bonté, comme il l'a dit lui, et comme il l'a transmise après dans sa musique, c'est cette bonté de bienheureux les doux. C'est quelque chose qu'on expérimente dans ces gammes intérieures, dans cet espace de silence dans lequel il a été puisé, tout ce qu'il a composé, tout ce qu'il a entendu intérieurement, puisque, voilà, il ne pouvait pas entendre physiquement, mais il entendait intérieurement. Si vous pensez, par exemple, que le mouvement lent du 5e de Beethoven, qui est de l'Empereur, qui est un mouvement peut-être c'est les plus belles pages que nous avons. Il faut absolument entendre ça, parce qu'à la fin du mouvement, il meurt. Et quand on joue, d'ailleurs, on meurt avec lui, et on est tout en bas. C'est le plus grand diminuendo qui existe dans sa musique. Il y a 2 pages de diminuendo, pratiquement, et on arrive à la fin, et puis il a écrit ses silences, et voilà. Et puis encore une fois, et on est mort. Et puis, il y a le corps, il y a juste une petite lumière, tout au fond, comme ça, dans ce lointain où on croit avoir perdu toute espérance. Alors il y a cette lumière, et de là, on a 2 mesures, c'est-à-dire vraiment très très peu de temps pour la résurrection du dernier mouvement. Alors on se réveille de ça, on cherche, on entend de loin, on n'y croit pas, on recommence, et tout à coup c'est là. Et ça, il l'a composé enfermé dans une cave sous les bombardements à Vienne quand Bonaparte est entré. Et si vous imaginez cet homme qui n'entendait pas, mais qui devait sentir les bombardements, enfin comme tout le monde, la promiscuité qu'il devait y avoir avec ces centaines de gens dans cette cave, les odeurs, les choses, je ne sais pas, enfin bon, moi je suis très sensible aux odeurs. Donc. Et il ressort avec ça, c'est-à-dire le ciel. Et pour moi, cette grâce qu'il a eue d'être sourd, alors évidemment, c'est facile à dire, mais c'est paradoxal, mais je crois que on veut souvent expliquer la musique des compositeurs par rapport à leur biographie, mais ce n'est qu'un tout petit, une toute petite couche en fait, hein, parce que il y a des portes qui s'ouvrent et qui vont bien au-delà de la biographie de quelqu'un, mais quand même, il y a chez lui c'est le prophète de la liberté. Hein, ce qu'il donne, c'est la force de la liberté. Hein, de dire oui ou de dire non. D'ailleurs, il a effacé la dédicace qu'il avait écrite pour l'empereur, pour sa 3e symphonie, en disant, quand il a vu qu'il s'était lui-même couronné, il a dit, il est comme les autres, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme de... Là, bah. Donc il avait ce qui est le plus important, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous écrivez le Chopin, poète de la nostalgie, Bach, le prophète de la paix, Mozart, celui de la joie, et Beethoven, le prophète de la liberté. Ah oui, j'avais dit ça. Oui, bah alors je le pense. Vous n'envisagez pas de nous donner des enregistrements de votre lecture des partitions que vous aimez? Il y avait un couple extraordinaire qui, pendant des années, nous a présenté les cantates de Bach. En nous expliquant, c'était subjugant, l'histoire de la cantate, le sens de cette cantate. C'était extraordinairement instructif. Alors là, on est en train de préparer à la Fondation justement une plateforme
Elisabeth Sombart Masterclass. Oui, Bon, ça va oui, être j'ai bientôt là. vu. Oui, où on a mis, pas tout, parce qu'il y a beaucoup, mais 20 ans de toutes les masterclass que j'ai données, à la lumière de la phénoménologie de la musique, c'est ça, oui. et donc avec toutes les œuvres Et du c'est vrai que vous faites répertoire. beaucoup de réflexions sur... Et voilà, donc là j'explique. Oui. Il y a beaucoup de choses à prendre dans ces... Même si on ne joue pas... Oui, même tout à si fait. on ne joue pas, après on n'écoutera plus le Oui, morceau de la même manière. C'est vrai. Et donc c'est très, très bénéfique. Vous jouez même pour une personne. Vous allez un jour dans un EHPAD et ils sont tous malades et il y a une seule vieille dame qui descend et on vous demande allez-vous jouer et vous répondez oui. Mais oui, parce que l'erreur, c'est... On parlait au début de la quantité et de la qualité, mais l'erreur, c'est d'avoir pensé qu'on pouvait tuer un homme pour sauver la nation. Et on a vu ce que ça a donné avec le Christ. Il n'y a pas une personne. Une personne, d'ailleurs, c'est plusieurs personnes déjà qu'elle porte en elle, et tous ceux qui l'accompagnent. Et vous savez, pendant le confinement, j'ai mis un piano au funérarium, Oui. et je suis allée jouer tous les jours. Il n'y avait personne, soi-disant. Mais il y avait tous ces morts qui étaient là, qu'on avait laissé mourir seuls, et que personne ne venait voir, dans le sens où, tout au début du confinement, on n'avait pas le droit de les visiter. Et puis il y avait cette idée qu'ils auraient pu être contagieux, même morts. Enfin, c'était inouï ce que j'ai pu entendre. Donc je passais 2 heures l'après-midi ou 3 et la nuit pour leur tenir compagnie. Et surtout qu'on dit que les âmes ne partent pas tout de suite. Certaines, en tout cas, ne partent pas tout de suite, surtout quand on meurt dans une telle solitude et dans une telle injustice. Et j'ai bien senti, en jouant là, qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, c'est pas... Il n'y a pas que ce qu'on voit. Et la musique nous enseigne ça, plus que n'importe quel art. Évidemment. Oui, il y a une question de porte de paradis. Vous dites que le son de la musique, c'est le bruit de la porte du paradis qui s'ouvre. Je crois que c'est Haydn qui a dit ça. Et c'est beau, parce que il ne faut pas non plus faire de la musique classique une idole, hein. C'est pas l'absolu, mais c'est le chemin royal. Oui, mais c'est le chemin royal. Non, la musique classique, c'est vraiment ce patrimoine qui n'a pas duré très longtemps. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quoi la musique classique? C'est une nanoseconde, c'est disons du 16e au 21e. Oui. C'est pas grand-chose. Hein. Il y a tellement, c'est un patrimoine d'une telle richesse que personne ne connaît. Et moi, j'aurais envie... souvent, quand j'étais toute petite, quand j'ai commencé le piano, j'avais 10 ans, on habitait à la campagne. Je sortais dans la rue pour chercher même il y avait un monsieur paysan qui s'occupait des pommes et je voulais absolument lui montrer comment c'était la différence entre majeur et mineur et puis ce que c'était. Donc ce besoin de partager. Et que les tierces majeures sont gaies. Mais oui, parce qu'elles font partie. Les mineurs sont tristes. Oui, là, tout à fait. Elles font partie de la... comme on l'a dit, du son, enfin, de sa nature véritable. Et... quand je vois tous ces jeunes qui savent même pas qui est Chopin ou Schubert, ça pourrait me faire pleurer, vraiment. Donc souvent, les gens me disent « Mais pourquoi tu joues tous les jours dans des EHPAD, dans des prisons ?» J'ai dit « Mais parce que c'est urgent, non, c'est absolument urgent de partager cette musique, ce patrimoine. » Il devrait y avoir dans toutes les écoles. Mais bien sûr. 4 ou 5 représentations par an. Enfin, bien sûr. C'est évident, au lieu de les emmener je ne sais où. Parce que... Faire trop de sport. Vous savez, j'ai fait ça en Bretagne, dans une école. Il y avait 250 jeunes devant moi qui avaient 15 ans. Donc c'était... Ils étaient quoi, en 3e ou oui. Je sais pas comment c'est en France. Alors, je commence, je leur explique la musique classique et je leur montre des choses, je les émerveille. Enfin, j'espère, parce que je leur disais, moi, ça m'émerveille tout ce que je vais vous raconter, donc je partage. Et puis, je termine le concert avec un petit concert. Puis à la fin, j'ai dit, est-ce que vous avez des questions? Et là, ils étaient 250. Il n'y avait pas une seule question. Ils sont partis, et il y a une jeune fille qui était assise au premier rang, je l'avais remarqué, parce qu'elle n'était pas habillée comme les autres, elle n'avait pas de trucs dans le nez, elle n'avait pas de tenue un peu comme ça, comme aujourd'hui, elle avait la colle roulée, des petites lunettes noires, des petites lunettes rondes.
Et elle est venue me voir, elle m'a dit, c'était magnifique, vous savez. Et ne croyez pas que ça les a pas intéressés. Oui, ils osent pas. Ils n'ont pas les moyens de vous s'exprimer. Et ils n'ont pas les moyens. C'est ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit, vous, pourquoi vous venez me voir? Elle me dit, moi, je suis au conservatoire de Vannes. Donc, voilà, elle était c'était une petite sœur. Différente. Et puis différente de toute cette génération de gens qui avaient les trucs dans les oreilles. Enfin, vous savez bien. Et ça, c'est une immense tristesse. Pourquoi? Parce que si on ne donne pas aux jeunes le vocabulaire pour exprimer leurs émotions, si on ne leur donne pas le miroir que propose la musique classique, qui est d'entrer dans cette intériorité qui nous montre qu'on a en nous plus grand que nous, Bien sûr. alors ils sont perdus. Et ils deviennent violents. Ils deviennent violents parce que quand on ne peut plus s'exprimer avec les mots, on s'exprime avec voilà, la force physique. Ils ont peu de mots, les jeunes aujourd'hui. Ils ont très peu de mots, très absolument. Ouais. C'est pour ça que vous avez créé des écoles dans un certain nombre de pays pour faire apprendre le piano à des enfants qui n'auraient pas pu. Oui, parce que les écoles prétendre. sont gratuites, mais la gratuité, encore une fois, c'est qui est beaucoup combattue. La gratuité n'est pas une question d'argent. La gratuité est un état d'être. C'est une question de don. C'est une question de don, oui. Si vous donnez votre temps. C'est-à-dire que si vous pensez qu'un objet a un prix, alors la musique n'est pas un objet. Et l'interprète n'est pas un objet, le nocturne de Chopin n'est pas non plus un objet. Que l'artiste doit vivre, oui. Et à l'époque des mécènes, à l'époque où on ne mélangeait pas les ordres, justement, il y a eu des moments de création uniques. Alors, la gratuité est importante parce que c'est pas que les écoles sont pour ceux qui ne peuvent pas payer. C'est pour ceux qui comprennent l'esprit de cela. Et la possibilité que tout le monde puisse, quel que soit son âge dans nos écoles, s'inscrire est très importante aussi parce que la musique nous apprend qu'il n'y a pas de temps. Que le temps musical n'est pas le temps humain, chronologique. Et donc, on a des élèves qui se sont inscrits à 70 ans, qui en ont 80 aujourd'hui, qui se font un plaisir, qui disent « j'aurais jamais pensé que dans ma retraite, que mon rêve d'enfant se réalise ». Oui, donc, vous voyez. Parce qu'il y a en chacun le rêve de savoir bien sûr. jouer. C'est ça qui est étonnant. Chez beaucoup, en tout cas. Oui. Chez beaucoup. Mais ce rêve est complètement méprisé. Oui. On ne veut pas, dans notre pays et ailleurs, prendre en considération les rêves profonds de chacun. C'est quand même hallucinant, parce que c'est évident que chacun a envie de jouer d'un instrument, quel qu'il soit. En tout cas, ce qui est fait, c'est d'empêcher, d'une certaine manière, les gens de comprendre que tout ce qui est extérieur à eux n'a de valeur que si c'est né d'une connaissance et d'un souffle intérieur à eux-mêmes. Alors, si parce que je joue du piano, je joue du piano parce que je veux être riche, ou parce que je veux être connu, ou parce que ma mère voudrait que je sois pianiste, ou parce que tout ça, ça n'ira nulle part. Non, parce que ça ne remplira pas ce vide. Non. Hein, on ne peut pas remplir le vide avec l'extériorité, ni avec le désir de quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça. Absolument. Mais je pense que et pensez-vous cela, que plus tôt on met les enfants en présence de la musique, et plus ils sont heureux, plus ils sont... et plus ils sont marqués pour le restant de leur jour, et donc plus ils seront proches de... J'ai failli, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait un disque des berceuses. Ah oui. Il y a beaucoup de mamans qui ont accouché sur ce disque. Et donc j'ai pris les œuvres. Oui, on le trouve à la Fondation. À la Fondation, d'accord. Oui. Et beaucoup de bébés sont nés sur ce disque et l'ont entendu dans toute leur enfance. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que je me suis rappelé que quand j'étais petite... Vous aviez... Vous savez, j'étais en train de travailler le concerto de Grieg. J'avais 17 ans. Oui. Et tout à coup, je me suis dit, mais je le connais déjà. Mais c'était une sensation... J'ai appelé maman. Et elle... Eh bien, elle l'avait joué, le mouvement lent du concerto, quand elle était enceinte de moi et de mon frère jumeau. Donc, là, je me suis dit, alors vraiment, on entend intra-utérin déjà, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Oui. Oui, c'est sûr. Et donc, bien sûr, vous avez raison. Mais vous savez, pour revenir sur le principe d'égalité,
Qui nous tue. Qui nous tue parce que, sous prétexte d'égalité, on a créé la compétition. C'est paradoxal. Oui. Ah mais c'est le propre de toutes les idées fausses. Bien sûr. Elles s'installent et elles mentent sur tout voilà. Et puis surtout, toute la réalité. C'est très drôle. Elle génère le contraire. Parce que la compétition, c'est quoi? C'est, si vous jugez un enfant par rapport à un autre, vous tuez un des deux. Donc ça ne sert à rien. Et en musique, on ne peut pas comparer, puisque ce que je vais jouer maintenant, je ne le jouerai peut-être pas pareil dans 10 minutes, et puis l'autre, je ne sais pas quand... Je veux dire, c'est une idée complètement folle, complètement en dehors de ce que le principe même de la musique nous enseigne. C'est qu'il y a un temps pour chacun. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas une note qui est égale à une autre. Et donc, s'il y a des gens qui vont être connus à, je sais pas, à 13 ans, qui vont développer, puis d'autres à 80, peu importe quand. Mais si vous ne laissez pas cette chance, parce que les concours internationaux, qui sont une horreur, font que si vous avez 21 ans, plus de mois, c'est fini, terminé. Si à 15 ans, vous n'avez pas joué toutes les études de Chopin terminées, vous n'y serez jamais. Tout ça, ça a tué tant de gens, tant de talents, tant de vrais talents. Tant de talents qui n'ont pas été... Vous citez Saint-Augustin, la musique, ce sont des nombres qui chantent. Oui, ah oui. Oui. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est important parce que ça montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il n'y a pas j'ai du cœur et j'ai pas de tête, je privilégie l'extériorité à l'intériorité, je privilégie le matériel. Non, ils vont ensemble. Ce sont des nombres, donc de la mathématique, de la logique, N'oublions jamais que le monde, avant d'être structuré, était motion, était émotion. Mais elle s'est structurée. S'il n'y a pas de structure dans ce qu'on se dit et dans la manière dont on comprend ce qu'on joue, il n'y aura pas d'émotion. Il n'y aura pas de révélation de la vie. Mais il faut les deux. Et vous dites aussi que la musique est un élément qui vous fait marcher vers la transcendance. Mais parce qu'elle contient en elle-même la transcendance. Regardez déjà ce qu'on a dit d'un son. Ouais. On en entend un et notre conscience a unifié plusieurs autres notes dans dans un phénomène. Donc ce besoin d'unité, ce besoin de restaurer cette brisure de symétrie dans laquelle on est, qui vient de la chute, et qui fait qu'on a été séparés. La musique classique nous aide non pas à aller à la transcendance, parce qu'elle comprend la transcendance, mais elle nous permet de réunifier en nous ce qui a été brisé, d'ailleurs par ce jeu du majeur et du mineur, de cette dualité qui est aussi celle à laquelle on doit faire face intérieurement et qu'on doit connaître pour ensuite créer cette alliance dont on parlait tout à l'heure. Oui, ça je le crois vraiment. Je suis heureuse de dire que vous allez jouer en France beaucoup ces prochains jours. Alors, à Toulouse, le 24 septembre, le 25 à Dax, le 26 septembre à Bordeaux, et pour nous, petits Parisiens, le 27 novembre, salle Cortot. Et avant, 16 octobre, à Saint-Julien-le-Pauvre, qui est un endroit absolument merveilleux. Oui, ça c'est grâce à Philippe Allègre, parce que vraiment c'est un homme qui tient son festival d'une manière incroyable, même pendant le Covid. Enfin, c'est fantastique qu'il existe des gens comme ça, et c'est aussi un merveilleux. Alors vous dites qu'il va y avoir des problèmes pour les concerts, parce que les salles ne vont pas pouvoir payer l'électricité. Je joue beaucoup à Londres, c'est là que j'ai fait tous mes disques, les Beethoven, les Adagio que vous avez passé tout à l'heure, les concertos de Chopin. Et là j'ai commencé la série des concertos de Mozart. Et j'ai fait un prochain enregistrement au mois de novembre, et on a déjà été prévenus qu'avec les coupures d'électricité, mais surtout avec l'augmentation de l'électricité, il y a des théâtres qui ne pourront tout simplement pas... Ils vont continuer à tuer le théâtre. Voilà. et la musique, et les salles de concert. Si je ne peux pas aussi... le à Saint-Julien-le-Pauvre. Mais à Saint-Julien-le-Pauvre, on pourra mettre des bougies. Au moins dans une église, on peut jouer avec des bougies. Et il en suffit d'une sur votre piano. Les autres restent dans le... Merci beaucoup, chère Elisabeth Sombart.
Je rappelle que vous allez sur résonance.org et vous trouverez ces concertos de piano, le disque sur les berceuses que je vais tout de suite me procurer. Et la plateforme bientôt. Et la plateforme, ce qui fait que chacun pourra s'exercer. Alors, pour rester, être un peu plus optimiste, je dirais que Internet a quand même cette chance fantastique de... J'ouvre mon Internet et je vous ai en face de moi en train de jouer. Oui. Ce qui est quand même une joie extraordinaire. Et ce, pour tous les chanteurs, pour tous les pianistes. Oui, mais la vraie joie, c'est de se rencontrer en vrai quand même. La vraie joie, bien évidemment. Mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas forcément envie de le rencontrer. Là, vous vous dites... Je vais à son concert, je l'ai vu sur l'écran, c'est fantastique. Oui. Et puis, il y a autre chose. Pour la pratique, il y a beaucoup de tutoring sur Internet. Alors, ça ne remplace évidemment pas le professeur, mais j'ai envie de dire, ça débroussaille pour quand les enfants ou l'adulte aura décidé de trouver le professeur. Oui, mais vous dites ça d'une manière juste, parce que vous savez en fait quel est le danger terrible du streaming, de cet écran qui est devant nous, d'autant plus pour la musique, qui est une expérience vivante et qui doit rester une expérience vivante, parce que le son, nous savons tout ça. Alors, quand il y a eu le confinement, j'ai vu le danger très très vite, parce que je me suis dit, ils vont faire perdurer ça. Oui. Parce que c'est une manière de couper la relation. Absolument, absolument. Et moi, si je peux pas toucher le bras de l'élève pour voir si... Bien sûr, non, vous avez absolument raison. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais, comment dire, vous êtes chez vous, vous êtes une mère au foyer, votre culture musicale n'est pas très étendue. Vous pouvez découvrir tous les livres de Schubert, tous les arias de Bach. Vous pouvez en choisir un. Vous trouvez la partition sur Internet. Tout à fait. Et vous pouvez donc vous exercer, vous dire, d'abord vous libérer, parce que chanter c'est une libération fabuleuse. Pauvre magasin de disques, ça va bientôt plus exister. Pauvre magasin de partitions. Bien sûr, les disques ont disparu. Mais c'est une évolution. Mais si vous voulez, c'est une incitation. Quand vous entendez quelque chose que vous aimez sur Internet, vous allez acheter le CD. Oui, ou vous allez aller au concert. Vous allez aller au concert. Et j'ose espérer que chacun pourra tout comme ça ouvrir la porte du paradis en découvrant, en cheminant sur Internet et en vous écoutant, en écoutant toutes les grandes cantatrices. En jouant lui-même, même deux sons bien phrasés. Et en jouant, bien sûr, lui-même. Absolument. Restaure l'âme. Absolument. Merci infiniment, Elisabeth Sombart, d'être venue. Merci à vous. À TV Liberté. Et nous vous retrouverons à Saint-Julien-le-Pauvre le 16 octobre, c'est sûr. Dans Mozart. Et dans Mozart. Et le 27 novembre, salle Cortot. Et nous allons conclure cette émission en vous écoutant dans un concerto de Mozart.